heureusement, au fil des années, des progressions dans les qualités des cardioplégies. Encore des progrès à faire, mais les cardioplégies sont extrêmement performantes, plus performantes qu'elles l'étaient il y a 30 ou 40 ans, heureusement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans les cardioplégies. Il y a des cardioplégies cristalloïdes à Lyon, il y en a un certain nombre qui font, c'est majoritairement des cardioplégies cristalloïdes. Il y a des collègues chirurgiens qui font de la cardioplégie au sang. Et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la cardioplégie au sang, il y a de la cardioplégie au sang froid, au sang chaud, au sang tiède. Donc en clair, il n'y a aucun consensus dans ces processus. Et nous, ce qui nous intéresse, ce dont on va parler dans ce topo, c'est ce qu'il y a autour de la cardioplégie. Parce que la cardioplégie, c'est bien de la faire et de bien la faire pour que le cœur soit, et de la refaire régulièrement pour que le cœur reste immobile. Mais il y a d'autres éléments et il n'y a pas que le chirurgien qui, en faisant sa cardioplégie, est le seul acteur de la cardioprotection. Il y a d'autres choses à faire. Cette cardioprotection, elle a été, il y a de nombreuses années, elle a été bouleversée par ces travaux qui sont fort anciens et qui ont amené ce concept de préconditionnement et de post-conditionnement. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être, je vais me permettre de vous rappeler un petit peu les travaux initiaux pour bien situer les éléments. Beaucoup d'entre vous étaient sûrement pas nés en 1986. 1986, paraît un papier dans la revue nord-américaine Circulation. Et ce sont des gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai, ce sont des fondamentalistes, des gens qui travaillent sur l'ischémie-reperfusion, des grands spécialistes d'ischémie-reperfusion, Murray, Jennings et Reimer. Et ils travaillent sur ces phénomènes d'ischémie, ces phénomènes de reperfusion. Ils savent que la reperfusion, c'est extrêmement dangereuse. Et ils développent un modèle qui est, comme vous voyez, un modèle animal, un modèle où ils induisent une ischémie pendant 40 minutes en liant une coronaire et une reperfusion pendant plusieurs jours. Ils savent que ça induit un infarctus. Et ils se posent des questions parce que, entre autres, ils savent qu'il y a des patients qui présentent notamment de l'angine de poitrine avant l'infarctus. Et vous voyez que, par exemple, ça c'est un modèle animal sur lequel il lit une coronaire pendant 5 minutes. Et ensuite, il la reperfuse 5 minutes, il la relie 5 minutes. Si vous faites uniquement des séquences comme ça, répétées 3-4 fois de ligature d'une coronaire de 5 minutes sur un modèle animal, eh bien, là, c'est un modèle canin dans cette expérience, vous n'avez aucun infarctus. Et se pose la question, qu'est-ce que ces lésions, qui sont des lésions sublétales, lorsqu'elles sont appliquées avant un infarctus de 40 minutes, qu'est-ce qu'elles produisent ? Et en fait, le résultat, c'est celui-ci. C'était un résultat extrêmement impressionnant. Vous avez ici, dans ce groupe-là, à gauche, l'histogramme, c'est le groupe contrôle, c'est-à-dire des animaux qui ont un cœur qui a subi une ischémie brutale pendant 40 minutes. Et vous avez donc une nécrose qui est transmurale, qui va de l'endocarde à l'épicarde. Et lorsque vous informez le myocarde qu'il va y avoir un phénomène possiblement d'ischémie létale, mais encore une fois, je me répète, ces premiers éléments-là sont sublétaux, eh bien, vous voyez que le myocarde est capable d'induire un phénomène de protection extrêmement important. Pour tout vous dire, ça a été découvert il y a plus de 30 ans, et c'est encore et toujours le phénomène de cardioprotection le plus puissant. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce préconditionnement consiste à agir avant l'ischémie. Quelques années plus tard, d'autres auteurs ont montré que chez les patients, chez l'homme évidemment, il y avait un préconditionnement, puisque les patients qui avaient de l'angine de poitrine juste avant un infarctus, dans les heures qui précédaient un infarctus, faisaient un infarctus qui était significativement plus faible que ceux qui avaient un infarctus du myocarde inaugural. Et puis ces patients-là, eh bien, ils ont une survie qui est meilleure que ceux qui n'ont pas d'angine de poitrine dans les heures précédentes. Donc, le myocarde humain est préconditionnable. Alors, c'est un vieux papier, et là, donc 1986, il y a plus de 30 ans, là, je vous ai ressorti la diapo que j'avais fait l'année dernière, parce que ça fait effectivement plusieurs années que... Vous allez sur PubMed et vous cherchez préconditioning, vous aviez 19 000 et quelques papiers qui sortaient, vous voyez que ça sort à un rythme effréné. Alors, la maison de reculant devant aucun sacrifice. Je vous ai refait la diapo hier. Je n'ai pas eu le temps de la refaire ce matin. Et en fait, depuis l'année dernière, il y a à peu près 1000 papiers qui sont sortis sur le préconditionnement. Avec toujours le même rythme effréné de publication. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ça continue à faire
phosphoré. Alors, il y a beaucoup de papiers scientifiques, les scientifiques, mais aussi les médecins. Et que si c'est un phénomène effectivement qui est décrit depuis fort longtemps, il continue à vraiment intéresser les scientifiques et les médecins parce que c'est quelque chose d'assez étrange et d'extrêmement puissant. C'est puissant, mais c'est pas magique, le préconditionnement. Ça a été découvert au laboratoire et quand les médecins que nous sommes là se sont emparés du phénomène, je pense qu'on n'a pas bien évalué un petit peu ce que c'était. Le préconditionnement, c'est pas magique, ça n'empêche pas la mort cellulaire. Vous voyez, ça, là, vous avez une ischémie, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un décalage vers la droite de l'ischémie en cas de préconditionnement. Donc, vous augmentez la tolérance du tissu, notamment du myocarde, à l'ischémie, ce qui fait que pour un temps donné, vous avez une baisse très significative de la taille des lésions. C'est le mécanisme de cardioprotection le plus puissant. Ça a été décrit dans toutes les espèces animales et évidemment chez l'homme aussi. Et puis surtout, c'est un phénomène qui a été décrit initialement sur le cœur, c'est ce papier que je vous ai présenté, mais tous les organes sont préconditionnables. Le poumon, le rein, le cerveau, il y a beaucoup de papiers sur l'AVC, le tube digestif, le musculo-squelettique et autres, il n'y a quasiment pas de tissu qui ne soit pas préconditionnable. Nous sommes préconditionnables, c'est pour ça qu'on fera sauter la planète, un de ces quatre, parce qu'on est capable de s'adapter à beaucoup de choses, et on est aussi capable de s'adapter à l'ischémie-reperfusion, mais encore une fois, jusqu'à un certain degré. Il est évident que si vous maintenez une ischémie trop longtemps, quel que soit le préconditionnement, vous allez tout détruire. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ça agit à distance, c'est-à-dire que quelque part dans l'organisme, quand vous avez un phénomène ischémique qui se produit, eh bien, on vous informe l'ensemble de l'organisme, et notamment, on a montré expérimentalement, s'il y a une ischémie du rein, par exemple, d'un membre, eh bien, vous induisez une protection sur le cœur ou sur le rein ou sur le cerveau ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle le remote conditioning, c'est-à-dire le préconditionnement à distance. Le préconditionnement, c'est extrêmement intéressant. Et ça, par contre, ça n'intéresse pas du tout ni les cardiologues ni les neurologues. Pourquoi? Parce que les cardiologues ne vont pas chercher les patients juste avant un infarctus du myocarde. Et quand les patients arrivent en salle de coronarographie, ils sont déjà en ischémie. Et c'est la même chose pour les AVC. Les patients que sont amenés à prendre en charge les neurologues et les radiologues interventionnels en neurologie sont déjà en AVC. Et moi, dans le labo, je travaillais sur notre labo INSERM avec un cardiologue, Michel Avis, qui était très intéressé par le préconditionnement, qui disait qu'il n'y a pas de traduction clinique. Pour nous, les anesthésistes, c'est différent, puisque le préconditionnement, on peut le mettre en place, vous verrez, puisqu'on peut, quand on connaît le programme opératoire, on sait que le patient va avoir un phénomène d'ischémie. Ce qui a été très intéressant, notamment pour les cardiologues, les neurologues et autres, c'est ce papier qui est sorti quelques années plus tard, en 2003, plus récent, une équipe de Vinton Johansson, un papier nord-américain encore, une équipe nord-américaine qui a montré que si on fait un phénomène qui est assez proche du préconditionnement, qui consiste à modifier les conditions de reperfusion. Alors, ce n'est pas exactement le même processus, mais ils n'agissent pas du tout avant l'ischémie, ils agissent uniquement à la reperfusion, et ils font une reperfusion saccadée, ce qu'ils appellent, parce qu'ils le font après l'ischémie, ils appellent ça du post-conditionnement. Ils ont, dans ce modèle-là, décrit un phénomène qui serait aussi puissant que le préconditionnement, qui est le post-conditionnement. Le post-conditionnement, ça consiste à agir au moment de la reperfusion, donc après l'ischémie, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça du post. Et juste pour un détail, on sait depuis ce papier que ça n'est pas aussi puissant que le préconditionnement, mais par contre, c'est évidemment un papier qui a particulièrement intéressé les cardiologues, parce que là, ils pouvaient agir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez post-conditionner un myocarde, il faut agir tout de suite. Il ne faut pas agir quelques minutes après, notamment dans ce papier 10 minutes après. Si vous agissez 10 minutes après la reperfusion, c'est le groupe qui est ici, vous voyez que en taille d'infarctus, quand vous post-conditionnez, c'est-à-dire vous modifiez les conditions de reperfusion immédiatement, vous avez une baisse significative de la taille d'un infarctus, qui avait montré le papier précédent. Mais si vous décalez de quelques minutes, soit de 10 minutes, et il y a des papiers qui montrent que si vous décalez ce traitement de 2 ou 3 minutes, vous perdez l'efficacité du post-conditionnement. Et ça, c'est assez logique. Ça vient du fait que, en fait, les premières diapos que je vous montrais sur la physiopathologie, vous comprenez bien que
ces phénomènes de normalisation du pH, ces phénomènes de chasse, comment dire, de l'ion proton, de l'ion sodium et d'accumulation du calcium se font en quelques secondes et vous avez des bouffées de radicaux libres dès que vous réoxygénez le myocarde. Et ça se produit en quelques secondes et en quelques minutes. Et donc, il est hors de question d'imaginer pouvoir protéger un myocarde des lésions de reperfusion si vous agissez une dizaine de minutes plus tard. De la même façon, les cardiologues ont montré qu'il était capable de post-conditionner un patient. Vous avez ici un patient, alors là on n'est pas en chirurgie cardiaque, on est en salle de coronarographie, des patients qui arrivaient en STEMI, les patients en salle de coronarographie, ils avaient, comme vous voyez, une lésion coronaire. Ils ont randomisé ces patients en deux groupes, un groupe chez lequel ils avaient une angioplastie coronaire, ils reperfusaient le myocarde, et un groupe chez qui, une fois qu'ils avaient reperfusé, stenté le myocarde, ils remontaient leur sonde de coronarographie en amont du stent, et ils laissaient reperfuser le myocarde pendant 1 minute, et ensuite ils réinflataient leur ballonnet pendant 1 minute, et ils ont fait ça 4 fois, donc ils ont fait une reperfusion saccadée, ils ont fait un post-conditionnement ischémique, et comme vous le voyez, ils ont diminué la taille de l'infarctus chez ces patients. Donc le myocarde humain est capable d'être post-conditionnable, évidemment. Je dis évidemment parce qu'en fait, évidemment, il n'y a pas tant de différence que ça entre les modèles animaux et les modèles humains. Il y a des différences sur le plan comment dire, de l'âge, on verra des pathologies associées et autres, mais le tissu humain répond comme le tissu animal. Et puis les cardiologues ont montré qu'il y a même un bénéfice à long terme, puisque vous voyez que 6 mois plus tard, la taille de l'infarctus par tomographie était significativement plus basse chez les patients qui avaient été post-conditionnés, et qu'un an après, eh bien, la fraction d'éjection VG était aussi améliorée chez ces patients. Donc ces myocardes bénéficient de ce post-conditionnement. Donc on est capable, nous, notamment nous en salle d'opération, d'agir avant le clampage aortique et de préconditionner. Donc, toutes ces diapos pour vous dire qu'on peut préparer le myocarde au clampage de l'aorte. Il y a des choses à faire avant que le chirurgien clampe l'aorte et qu'au moment du déclampage, on est capable aussi de faire des choses pour essayer de réduire, si possible, ces lésions d'ischémie-reperfusion. Et donc, il ne faut pas être passif en salle d'opération. Quelques diapos encore un peu pénibles sur le mécanisme et après on va complètement